Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons Max Blumenthal, rédacteur en chef de The Grey Zone. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Ravi de te voir, Glenn. Nous essayons donc maintenant d'avoir une vue d'ensemble des conséquences de la guerre contre l'Iran. Encore une fois, il n'est pas vraiment clair si elle est réellement terminée. Mais l'un des débats clés que j'ai remarqué, c'est de savoir qui utilise qui. Autrement dit, est-ce qu'Israël a manipulé les États-Unis pour les entraîner dans ce conflit, ou bien est-ce que ce sont les États-Unis qui utilisent désormais Israël comme un pion? Il semble y avoir plus de preuves en faveur de la première hypothèse, mais je me demandais comment vous percevez ce conflit. Oui, je pense que cela règle un peu la question. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait encore défendre l'autre position à ce stade. Je veux dire, il n'y avait absolument aucun soutien populaire aux États-Unis. C'était presque l'inverse du sentiment post-11 septembre, où une écrasante majorité, près de 90% des Américains, soutenaient l'intervention en Afghanistan, au-delà d'une simple opération de police pour traquer Al-Qaïda, les auteurs présumés de l'attaque. Et puis, même lorsque Bush a plaidé pour l'Irak, tous les grands médias fabriquaient le consentement. La classe libérale soutenait généralement la guerre. On était un peu des parias à l'époque, et je me souviens très bien de cette période, d'être allé à des manifestations contre la guerre et de me sentir comme un paria, et qu'on me dise de retourner à Bagdad parce que je protestais. Puis, la réalité de la guerre s'est imposée, et l'opinion publique américaine a basculé, sans jamais vraiment revenir en arrière. J'ai écrit un livre, The Management of Savagery, sur la manière dont les États-Unis, essentiellement la CIA, ont contribué à créer Al-Qaïda, en finançant les Moudjahidines en Afghanistan et en posant les bases de l'émergence d'Al-Qaïda, puis en les soutenant à travers divers réseaux clandestins, même dans les années 1990. En somme, ils ont ouvert la voie au 11 septembre. L'ère post-11 septembre et l'humiliation de l'Irak ont aidé Donald Trump à devenir président. Et aujourd'hui, Donald Trump est devenu ce que j'appelle Orange McCain, car il a accompli ce dont John McCain, le sénateur le plus néoconservateur de notre génération, avait toujours rêvé, bombarder l'Iran. Et pourquoi l'a-t-il fait? Eh bien, je ne me base pas uniquement sur les archives publiques ici. Et les grands médias américains ont, à bien des égards, édulcoré le rôle d'Israël. Mais Donald Trump, au grand dinde des architectes intellectuels de l'America First, Steve Bannon et Tucker Carlson, ainsi que de nombreux podcasteurs sur lesquels il comptait pour gagner le vote des jeunes hommes, et du public américain, qui, selon un sondage YouGov, soutenait la guerre à environ 19% et les bombardements sur l'Iran à environ 19%. Donald Trump n'a même pas cherché, comme l'a fait George W. Bush, à justifier une intervention en Iran. Il n'a même pas essayé de fabriquer le consentement. Et la seule chaîne qui s'y employait, c'était Fox News, pour la génération des boomers républicains plus âgés. Mais à l'intérieur de la Maison-Blanche, ce que j'ai appris par une source de l'administration, c'est que les Israéliens, en particulier le directeur du Mossad, David Barnea, ainsi que des personnalités comme Ron Dermer, considéré comme le cerveau de Netanyahou, participaient à des réunions d'information et collaboraient également en coulisses avec le directeur de la CIA, John Ratcliffe, en présentant des mensonges hystériques sur les armes de destruction massive. Encore plus absurde que ceux présentés au public américain avant la guerre en Irak. Ils ont présenté ces informations au directeur de la CIA et au général Michael Kurilla, le commandant du CENTCOM, considéré comme le général préféré d'Israël. Et ils étaient totalement d'accord et ont présenté ces mensonges au président Trump, qui s'est alors senti obligé de bombarder Fordow, l'installation d'Ispahan et Natanz, essentiellement pour que les Israéliens lui lâchent la grappe.
Il y avait aussi d'autres sources de pression. Myriam Adelson, qui sert en quelque sorte de relais pour l'influence israélienne aux États-Unis et qui est la plus grande donatrice de Donald Trump. Mais c'est principalement à travers ces faux briefings et le fait que Donald Trump regardait Fox News soir après soir qu'il s'est senti obligé de procéder à ce bombardement. Et maintenant, ça se retourne contre lui. Et il fait face à un scandale, puisque les services de renseignement américains ont essentiellement confirmé ce que nous savions déjà, ce qui était évident, ce que le gouvernement iranien avait déclaré, et ce qui ressortait des photos satellites de Maxar, à savoir que le site de Fordow n'a pas été détruit, et que le stock d'uranium enrichi à 60% de l'Iran existe toujours et se trouve quelque part dans le pays. Compte tenu de cette opposition historiquement forte à la guerre aux États-Unis, des coûts et des risques énormes qu'impliquerait une telle attaque contre l'Iran, ainsi que de la faible probabilité de succès, pourquoi Trump irait-il jusqu'au bout alors qu'il s'est présenté sur une plateforme anti-guerre et a divisé le mouvement America First? Est-ce uniquement l'influence israélienne via le lobby? Ou dans quelle mesure ces figures du Mossad sont-elles désormais présentes à la Maison-Blanche? Comment peut-on comprendre la manière dont Israël a entraîné Trump dans cette guerre? Eh bien, c'est un facteur important. Et nous avons récemment publié un reportage grâce à un enregistrement audio que j'ai obtenu lors d'un briefing off the record de l'AIPAC pour le Congrès, où ils avaient amené leurs électeurs qui font du lobbying auprès du Congrès à Washington. C'était l'hiver dernier et j'ai publié l'enregistrement en avril, quand il m'est apparu clairement que j'avais entre les mains quelque chose de significatif qui m'avait été fourni par un participant à cette réunion. J'ai trouvé cela important parce que c'est en avril que l'administration Trump a d'abord décidé de bombarder l'Iran. C'était sous la direction de Mike Waltz au Conseil de sécurité nationale, qui est important ici. Mais il a été, comme on dit aux États-Unis, rétrogradé à la circulation. En gros, ils l'ont nommé ambassadeur des États-Unis en Iran parce que ses collègues l'ont dénoncé pour avoir coordonné secrètement avec Netanyahou. Il y avait ensuite le directeur de la CIA, John Ratcliffe, que j'ai mentionné précédemment, et il y a d'autres personnalités qui ont été soumises à l'influence israélienne, qui voient essentiellement le monde à travers le prisme israélien de la lutte antiterroriste. Et beaucoup de membres de l'armée partagent ce point de vue. J'ai mentionné Michael Carrillo. Il y a aussi le général Dan Kane, qui est le chef d'état-major interarmée au Pentagone. Et ces deux personnalités ont supervisé cette campagne à partir de mars. Nous venons d'apprendre, en fait, grâce à un article du Washington Post, que l'armée américaine a mis en place cette campagne de bombardement en mars sous la pression israélienne, car les Israéliens affirmaient que l'Iran était en train de reconstruire ses systèmes de défense antiaérienne et qu'il disposait donc d'une fenêtre de temps très courte. Et j'ai compris qu'une attaque israélienne était imminente. Il était également entendu, lorsque nous étions en Iran, d'après les diplomates à qui j'ai parlé, qu'une attaque allait avoir lieu. Ils ne pouvaient tout simplement pas déterminer quand exactement. Donc en avril, cela a échoué. Mais j'ai publié cet enregistrement audio parce que je pensais qu'il était vraiment significatif, issu de cette réunion de l'AIPAC, où le nouveau PDG de l'AIPAC, Elliot Brandt, raconte à ses partisans comment lui, un vétéran de l'AIPAC depuis 30 ans, a cultivé toutes ses relations avec des membres de l'administration Trump qui contrôlent désormais l'appareil de sécurité nationale. Il a cité Marco Rubio, ce qui n'était pas une surprise. Il a également cité Mike Waltz et il a nommé John Ratcliffe. Et il a dit que tout commence au Congrès.
Ces trois personnalités viennent toutes du Congrès, et nous finançons, comme il l'a dit, je paraphrase, mais nous finançons leur campagne électorale. En gros, c'est nous qui les faisons élire. Nous descendons les rencontrer. Nous nous assurons qu'ils soient réélus, à condition qu'ils voient le monde comme nous, à l'israélienne. Et John Ratcliffe, si on regarde vraiment son parcours, on se demande comment il a pu devenir directeur de la CIA. Je veux dire, comparé à d'anciens directeurs de la CIA comme Robert Gates, qui était extrêmement qualifié pour ce poste parce qu'il avait passé sa vie dans l'armée et le renseignement, ou même Leon Panetta, qui avait déjà travaillé dans une administration et traité des questions de renseignement. John Ratcliffe, lui, était un avocat d'une petite ville de 7000 habitants près de Dallas. Et puis, il a passé la majeure partie de sa carrière comme maire de cette petite ville. Ensuite, il arrive au Congrès et est immédiatement courtisé par l'AIPAC, faisant ce que l'AIPAC souhaite. Lorsque Trump est élu en 2016, Ratcliffe devient l'un des plus fervents défenseurs de Trump contre toute l'affaire du Russiagate. Trump l'apprécie donc et tente de le nommer directeur du renseignement national. Mais il ne parvient pas à obtenir ce poste dans un premier temps. Les sénateurs républicains commencent à retirer leur soutien à John Ratcliffe parce qu'il avait menti en affirmant qu'il était le principal procureur lors du procès antiterroriste, probablement le plus politisé de l'ère post-11 septembre. Lorsque des dirigeants de la communauté musulmane américano-palestinienne de Dallas ont été jugés pour avoir envoyé des fonds caritatifs à la bande de Gaza, ils étaient accusés d'être à la tête de ce réseau terroriste lié au Hamas. C'était une affaire complètement bidon. Ils sont tous encore en prison, pour la plupart à perpétuité. Pendant ce procès, le Mossad a même fait venir un de ses agents pour témoigner sous une fausse identité. La salle d'audience a été évacuée, transformant le procès en huis clos, et il a présenté des preuves secrètes que le jury a ensuite crues parce qu'il n'avait pas pu obtenir de condamnation lors du premier procès. Quoi qu'il en soit, il était très remarquable que Ratcliffe ait fait semblant d'être procureur lors de ce procès dirigé par le Mossad aux États-Unis. Il est renommé directeur du renseignement national en 2020, à la fin du premier mandat de Trump. Ensuite, il revient comme directeur de la CIA parce que Trump veut simplement s'entourer de fidèles absolus, sans se rendre compte que Ratcliffe est en réalité aussi loyal envers Israël. Il devient le principal informateur pour Israël, décrit par un responsable de l'administration Trump comme le sténographe du Mossad. Tulsi Gabbard, l'actuelle directrice du renseignement national, a ce passé d'anti ou de non-interventionniste qui a changé de parti et fait preuve d'une loyauté incroyable envers Trump, ainsi que d'une volonté d'adapter le renseignement à ses intérêts. Son agenda politique n'est désormais plus toléré lors de ces réunions. Elle n'a pas été autorisée à participer à une réunion à Camp David, où Ratcliffe a utilisé une métaphore sportive pour tenter de convaincre Trump de bombarder l'Iran, disant en gros que les Israéliens avaient amené le ballon jusqu'à la ligne d'un yard. Je sais que vous n'avez pas de football américain chez vous. En gros, ils sont sur le point de marquer, mais vous ne les laissez pas franchir la ligne d'en but. C'est à vous de faire entrer le ballon dans la zone d'en but, Trump. C'est le genre de choses que le cerveau de Trump serait censé assimiler. Tulsi Gabbard n'a pas été autorisée à être présente. Ensuite, Trump est sorti et a dénoncé Tulsi Gabbard lorsqu'on lui a posé des questions sur son exposé de mars devant le Congrès, où elle a présenté le fait que tous les anciens directeurs du renseignement national, depuis 2012, ont présenté l'évaluation nationale du renseignement, selon laquelle l'Iran n'est pas en passe de produire une arme nucléaire, que l'Iran n'en possède pas et qu'il n'a pas de programme d'armes nucléaires. Il pourrait potentiellement en produire une en quelques mois, mais il n'a pas l'intention de le faire. Et Trump a dit « Je me fiche de ce que pense Tulsi Gabbard ».
C'est à ce moment-là que j'ai compris que le bombardement allait devoir avoir lieu. Donc le bombardement a lieu. Trump le présente comme une sorte de coup de communication façon Top Gun, où il largue la mer de toutes les bombes. Et la base de Trump, la partie de sa base qui a soutenu cette frappe, ne se soucie même pas si l'arsenal nucléaire est détruit. Ils veulent juste voir un pays musulman défiant, se faire gifler. Et c'est exactement ce que Trump leur a offert. Il y a 2 jours, Trump a publié sur Twitter une vidéo générée par Aya, reprenant la chanson Barbara Ann des Beach Boys, RIP Brian Wilson, et la transformant en Bomb Iran, évoquant la fameuse et répugnante reprise de Bomb Iran par John McCain lorsqu'il était sénateur. Ce qui est fou, car Trump s'était présenté comme l'anti-McCain. Il avait même ridiculisé John McCain en le traitant de lâche, qui n'avait fait que piloter un avion sans jamais voir le combat. Et beaucoup de personnes ayant servi en Irak avaient vraiment apprécié cela. Donc, Trump incarne désormais l'héritage du néoconservateur McCain. Mais si vous écoutez réellement les paroles de la chanson générée par Laia, elles sont très racistes. Elles sont très islamophobes. Ils parlent d'aller à la mosquée, ils vont lancer une pierre. Il s'agit davantage d'humilier les musulmans et d'humilier l'Iran que de réellement détruire l'arsenal nucléaire. Et je pense que c'est cela qui satisfait le psychisme de la base MAGA, ou du moins d'une partie d'entre elles. Mais la réalité, c'est que Trump a échoué à détruire l'arsenal nucléaire. Il est attaqué par la presse libérale, la presse mainstream, à cause de cela. Et il revient à la même dynamique que lors du Russiagate, où il dit « Vous êtes des fake news ». Ce sont beaucoup des mêmes personnages qui sont recyclés pour produire des évaluations des renseignements qui sont ensuite divulgués depuis les entrailles de ce qu'on appelle l'État profond. L'Agence du renseignement de la défense compte 2 responsables qui ont divulgué ce document montrant que Fordo n'est pas détruit et que le stock nucléaire existe toujours. Et c'est Natasha Bertrand qui était responsable de fausses informations pendant l'affaire Russiagate. Elle servait de relais pour des histoires inventées provenant de la communauté du renseignement. Donc Trump joue sur la même dynamique. Et je prends du recul en observant cela. Et il m'est tellement évident que les évaluations du renseignement ici sont en réalité correctes, car nous avons de nombreux autres éléments de preuve pour les corroborer. Mais l'intention derrière tout cela pourrait être la même que celle qui a alimenté le récit du Russiagate, à savoir pousser Trump à adopter une attitude plus belliciste et agressive. Parce que Trump considère cela comme une frappe ponctuelle qu'il a menée simplement pour apaiser les Israéliens. Dans la mesure où le programme nucléaire iranien n'a pas été détruit et où la frappe de Trump a échoué, la pression va s'accentuer, non seulement de la part des démocrates, mais aussi au sein même du Parti républicain, de la part de sénateurs et de membres du Congrès républicain influencés par l'AIPAC, pour que Trump intervienne à nouveau ou permette à Israël d'intervenir et de terminer le travail qu'il n'a pas su achever. C'est donc très dangereux politiquement. L'environnement politique à Washington est actuellement très dangereux. Je pense que Trump est poussé à intervenir de nouveau. Les Israéliens ont déclaré que cette phase n'était pas terminée et qu'ils comptaient revenir d'une manière ou d'une autre, probablement dans la zone grise où ils peuvent bénéficier d'une certaine dénégation. Mais le cessez-le-feu orchestré par Trump, qu'il pensait être un coup diplomatique de maître, ne tiendra pas. Eh bien, c'est toi qui as ordonné la frappe, pourtant. Je me souviens qu'avant que nous allions en Iran, le mois dernier, je t'avais demandé si la frappe, enfin, si elle aurait lieu pendant que nous y serions. Et je me souviens que tu avais suggéré qu'elle viendrait plus tard. Mais j'imagine qu'en grande partie, c'était prévisible, étant donné qu'Israël a vu une opportunité d'affaiblir, voire d'éliminer,
l'Iran, même si je pense que c'était un peu trop optimiste de la part d'Israël. Tu as mentionné que Trump voulait se débarrasser de la pression de Netanyahou et, apaiser les Israéliens. Est-ce que tu considères cela comme la raison derrière la frappe, attaquer les installations nucléaires et aussi, je suppose, permettre à l'Iran de riposter ensuite contre la base militaire américaine au Qatar, afin que le conflit prenne fin naturellement? Pourquoi Trump a-t-il fait tout cela? A-t-on considéré que c'était une erreur de déclencher une guerre dès le départ? Trump a-t-il donné son feu vert à Israël au départ pour commencer cette guerre avec l'Iran? Eh bien, absolument. Trump a donné son feu vert à l'attaque israélienne. Mais il pensait que ce serait un coup décisif. Ou alors, est-ce qu'il a changé d'avis par la suite ou comment cela s'est-il passé? Il se peut qu'il n'ait pas compris comment il serait entraîné dans un conflit bien plus vaste. Ce que je veux dire, c'est que, d'après ce que je comprends de la façon de penser de Trump, tout d'abord, l'élément paradoxal ici, c'est que Trump, et je suppose Rubio, le secrétaire d'État, considérait à juste titre l'Iran comme l'adulte dans la pièce, sur qui l'on pouvait compter pour riposter de manière symbolique afin de restaurer sa dignité et de démontrer une certaine capacité de dissuasion face aux États-Unis, sans aller trop loin. Et l'Iran l'a démontré avec l'attaque contre la base d'Al-Udeid, en prévenant le Qatar à l'avance. Ensuite, le Qatar est intervenu comme négociateur diplomatique. Cela a d'ailleurs été confirmé par les diplomates de l'émir. Trump les a appelés et leur a dit « Nous voulons que vous engagiez un cessez-le-feu maintenant ». Ils l'ont fait. Et ce que Trump pensait faire, c'était donner à chaque camp la possibilité de revendiquer la victoire, y compris lui-même et les États-Unis, à travers son opération marteau de minuit, au style un peu porno, où, vous savez, l'Iran a été complètement démoli. Puis il aurait déclaré la fin de l'affaire. Steve Bannon, l'ancien principal stratège de Trump, qui a été l'un des principaux critiques de Trump pour être tombé dans le piège israélien, a déclaré « C'est un coup unique, nous n'y retournerons pas ». C'est ce que pense Trump. C'est la dynamique qu'il croit avoir créée et qu'il pense maîtriser. Le Pakistan a proposé la candidature de Trump au prix Nobel environ 24 heures avant que les États-Unis ne frappent l'Iran. Donc, Trump pense qu'en orchestrant ce cessez-le-feu et en permettant à chaque camp de revendiquer la victoire, il a peut-être gagné un prix Nobel. Et c'est ce qu'il veut vraiment. Trump ne voulait pas être un président de guerre. Je ne pense pas qu'il ait personnellement soutenu une frappe contre l'Iran, et il ne soutient certainement pas un conflit sans fin avec une puissance régionale comme l'Iran, qui plongerait sa présidence dans un chaos total et la ruine. Il est intellectuellement paresseux. Il veut être apprécié. Il veut être apprécié de tout le monde, y compris des Iraniens, des Ukrainiens, des Russes. Il veut être perçu comme un leader mondial historique. Mais il ne se rend pas compte que tandis que l'Iran a joué le rôle d'adulte dans la pièce, il y a un enfant psychotique caché dans le grenier qui sort de temps en temps pour semer la destruction dans la maison. Et cet enfant, c'est Israël. Et Israël ne va pas permettre que ce cessez-le-feu tienne. Ils l'ont dit, et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour empêcher l'Iran de rétablir ses défenses aériennes et ses capacités de dissuasion. Ils ont effectivement infligé des dégâts importants aux lanceurs de missiles balistiques iraniens. Ils prétendent en avoir détruit 50%. Je doute que ce soit autant, mais nous avons vu des vidéos qui confirment qu'il ne s'agissait pas de leur. Il y a eu des explosions secondaires. Ils ont frappé des lanceurs iraniens avant qu'ils ne puissent être déployés, comme à Yazd, par exemple. Et cela a conduit l'Iran à lancer davantage d'attaques éclairs, où l'on a observé des salves plus courtes que celle avec laquelle l'Iran avait initialement riposté lors de True Promise 3.
Ils ont également infligé des dégâts importants aux défenses aériennes iraniennes. Mais l'Iran sera en mesure de tout réparer. Et peut-être même grâce à une coopération avec la Chine, comme on l'a vu avec le Pakistan, améliorer de manière significative ses systèmes de radar et de défense antiaérienne. C'est ce que je suppose être en train de se passer alors que le ministre iranien de la Défense rencontre ses homologues chinois et russes. Israël est donc engagé dans une course contre la montre. Mais Donald Trump a libéré, il a ouvert une boîte de Pandore ici, et il ne comprend pas vraiment ce qu'il a fait. Mais je pense que plus tard, lors de son dernier mandat, ça reviendra à hanter. Mais pour qu'Israël puisse ensuite mettre fin au cessez-le-feu et relancer la guerre, et pas seulement la relancer, mais aussi entraîner l'Amérique dans ce conflit, car il semble bien qu'Israël aurait besoin de l'aide des États-Unis, tant en termes d'armement que de puissance militaire, Israël ne devrait-il pas d'abord discréditer l'affirmation de Trump, selon laquelle les installations nucléaires ont été complètement détruites, démolies? Parce que si l'on accepte l'idée qu'elles ont été démolies, alors la raison de la guerre disparaît. Comme l'a dit J.D. Vance, c'est gênant. Nous ne sommes pas en guerre contre l'Iran. Nous sommes en guerre contre leur programme nucléaire. Maintenant, supposons que nous adhérions à cet argument. Il faudrait alors d'abord détruire cette position avant de pouvoir ramener l'Amérique dans ce conflit. Oui, et je pense qu'il est important de surveiller J.D. Vance, car d'après ce que j'ai compris, il a été la figure clé de l'administration pour faire de cette frappe une action isolée et pour orchestrer le cessez-le-feu. Et il tient vraiment à ce que cela tienne. Il veut que ce soit son héritage, car il héritera du flambeau de Trump. Et tu as raison. Cette attaque contre Trump, qui repose sur de véritables renseignements, contrairement au Russia Gate, pour ne pas avoir détruit Fordo et éliminé le stock, alors que l'Iran empêche les inspecteurs de l'AEA d'entrer, parce qu'ils ont manifestement collaboré avec les Israéliens et les Américains. La prestation de Raphaël Grossi a été odieuse. Il a collaboré pour rendre cette guerre possible. Et le fait que l'Iran quitte potentiellement le TNP mettra plus de pression sur Donald Trump pour qu'il revienne dans l'accord. Donc, c'est un peu... Je veux dire, j'ai envie de me moquer de l'administration Trump pour avoir lancé cette frappe et échoué. Mais en même temps, j'aimerais que leur récit tienne, parce que ça signifierait que l'Iran serait laissé tranquille et qu'il pourrait y avoir à nouveau une coopération internationale. Mais ce n'est pas la direction que souhaite prendre Israël. Et on peut d'ailleurs l'entendre chez les commentateurs israéliens. Un commentateur israélien sur I24, la chaîne israélienne 24, s'est lancé dans une diatribe il y a environ 3 jours, déclarant que Trump avait échoué et que la seule solution était de tout faire exploser de l'intérieur, et que ce qu'ils ont fait est désastreux, parce que cela rendra beaucoup plus difficile d'amener l'administration Trump aux États-Unis à attaquer de nouveau. Eh bien, j'espère que cette fausse victoire tiendra aussi au point de permettre la poursuite du cessez-le-feu. Quoi qu'il en soit, Max Blumenthal, merci beaucoup pour votre temps. Donc oui, merci encore. Merci beaucoup, Glenn.